Donc, environnement santé, voilà, vous avez fait la transition vers votre voisin, Jérôme Lebois, vous êtes un grand spécialiste, ingénieur en génie sanitaire. Voilà, donc ou ingénieur en santé publique, on va dire. C'est le terme, voilà. génie sanitaire. Expliquez-nous votre rôle. Est-ce que vous faites pour accompagner notamment les collectivités et les décideurs? Oui, alors, donc je travaille à l'Agence régionale de santé. Donc l'ARS, c'est un établissement public de l'État qui est assez connu en fait sur les questions d'accès aux soins, dans le champ de l'autonomie ou dans le champ hospitalier ou médico-social. Mais l'ARS, elle a aussi des missions dans le champ de la santé publique, à la fois au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre de réglementations, qui relèvent du Code de la santé publique, et dans l'accompagnement des différents acteurs, y compris de la population, sur la prévention et la gestion des risques liés à l'environnement. Alors je me doutais bien qu'en intervenant en dernier, je risquais quand même, le risque était fort d'avoir des interventions ou des propos... L'État intervient toujours au dernier, c'est le protocole. Voilà, merci de respecter le protocole. Mais donc je vais essayer de pas trop répéter ce qui a été dit par mes voisins et par les intervenants précédents. Mais donc effectivement, en fait, la question de l'exposition au bruit ou la question des nuisances sonores, c'est un vrai sujet de santé publique. C'est aussi un sujet de préoccupation en fait, de l'ensemble des citoyens. Donc il y a quelques chiffres qui ont été donnés, donc je vais en donner d'autres. En fait, les 65% des Français se déclarent personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores. Donc ça, c'est un baromètre qui date de 2022. Mon voisin a évoqué la question du coût social du bruit, estimé à presque 150 milliards d'euros par an pour les bruits de voisinage, dont 17% pour les bruits de voisinage à l'échelle de la France. À l'échelle européenne, l'OMS considère en fait que c'est le deuxième fléau en matière, deuxième facteur environnemental et sanitaire après la pollution de l'air, donc ça provoque des dommages sanitaires importants. Et puis si on regarde même à l'échelle plus locale, Santé publique France a procédé en 2024 à une évaluation multifactorielle des risques environnementaux sur la santé, et il est estimé en fait qu'à l'échelle de la métropole de Rouen-Normandie, il y a 1300 personnes qui sont perturbées, qui voient leur sommeil fortement perturbé en lien avec le trafic routier, et 2800 personnes en lien avec le trafic ferroviaire. Donc ça appuie sur les cartes des points noirs du bruit. En fait, on n'a pas non plus évoqué les effets sanitaires du bruit, mais ça, je pense que c'est aussi largement partagé, mais je vais quand même les rappeler. Il y a d'un côté les effets sanitaires directs sur l'appareil auditif, donc avec des effets de type surdité, acouphène, hyperacousie, qui sont assez bien documentés, qu'on rencontre en lien avec des expositions environnementales, notamment avec l'exposition sur des durées un peu longues de sons amplifiés. En particulier avec des oreillettes. On n'a pas évoqué par contre la question des expositions en milieu professionnel. Bon, ça fait l'objet quand même de prévention importante, avec des mesures de protection des professionnels qui sont exposés notamment dans les chantiers ou dans les salles de musique ou dans l'industrie. Donc ça, c'est aussi un sujet important, et chez ces populations-là, il y a des effets en fait directement sur l'appareil auditif qui peuvent être constatés. Ce qui est aussi bien documenté maintenant, c'est les effets de type extra-auditif. Donc là, c'est plutôt des effets liés à des expositions chroniques à des niveaux qui sont plus faibles, mais de manière répétée. Et donc là, c'est les effets qui sont documentés, c'est la perturbation du sommeil, la gêne. Enfin, ça a été très bien décrit par mon voisin, mais on constate aussi... les épidémiologistes en fait, qui étudient ces questions-là constatent aussi des effets sur le système cardiovasculaire, des effets aussi sur la santé mentale, des effets sur les performances cognitives, en particulier chez les enfants, dans les salles de classe, dans les cantines. Les femmes enceintes constituent aussi une population particulièrement fragile, en raison du fœtus qu'elle porte, et des expositions à des niveaux un peu trop importants peuvent générer des séquelles auditives chez le fœtus. Et puis évidemment, les bébés, les jeunes enfants, du fait d'un appareil auditif non mature, sont évidemment plus fragiles qu'un adulte à un niveau d'exposition équivalente. Et là, il est aussi assez bien documenté en fait, les conséquences sur l'acquisition du langage, le développement socio-affectif, sur les apprentissages scolaires, le développement cognitif et l'adaptation sociale. Donc c'est assez bien documenté à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Voilà un peu pour décrire
les enjeux sanitaires et de santé publique. Sur les actions en fait, que mène l'ARS, alors l'ARS, je vous disais, elle est aussi chargée de faire appliquer un certain nombre de réglementations, et ça a été indiqué par M. Merville, il y a le bruit fait l'objet de nombreux textes qui relèvent de différents codes, donc code de l'environnement, code de la construction, et puis il y a certains textes qui relèvent du code de la santé publique. Et donc ces textes en fait, qui relèvent du code de la santé publique visent d'une part les établissements qui diffusent de la musique amplifiée, ça a été développé par mon voisin, et puis la question des bruits de voisinage. Et donc on est chargé d'appuyer en fait les maires, parce que c'est vraiment les maires qui sont au cœur de ces enjeux, d'appuyer les maires dans la mise en œuvre de cette réglementation. Donc en Seine-Maritime et plus généralement en Normandie, on est chargé en fait, pour les préfets de département d'établir un arrêté préfectoral qui est un peu un guide de lecture en fait, ou un appui aux maires pour la mise en œuvre de cette réglementation relative au bruit de voisinage. Donc ça, c'est un travail réglementaire un peu à distance du terrain, mais quand on nous sollicite en fait, sur l'interprétation, où il y a besoin d'appuyer en fait, les maires sur la mise en œuvre de cet arrêté préfectoral, on est présent. On est présent y compris avec des moyens techniques qui peuvent être déployés pour objectiver en fait, la nuisance. On est équipé de matériel sonométrique pour faire des mesures sonométriques le cas échéant. Et puis, on est aussi chargé donc je disais, tout ça, c'est le volet bruit de voisinage, donc appui aux maires, y compris d'appui de terrain. Et on est aussi chargé donc, de veiller à la mise en œuvre de la réglementation concernant les établissements diffusant de la musique amplifiée. Donc la réglementation, elle a été présentée par mon voisin. Donc c'est une réglementation qui principalement repose sur une évaluation de l'impact des nuisances sonores, à la fois au sein de la structure et puis vis-à-vis du voisinage. Donc voilà, on est chargé de veiller à ce que cette UNS soit réalisée sur les situations, et en particulier sur les situations qui nous sont signalées. Et on est aussi favorable en fait aux échanges interprofessionnels qui peuvent être mis en place autour du déploiement de cette réglementation qui reste quand même relativement récente, qui est un peu sujet à interprétation ou à des difficultés techniques, en particulier sur la diffusion en milieu extérieur. Donc on a organisé par le passé des séquences d'échanges. Donc vous parliez de Stéphane Monnier du CALIF. Donc il y a quelques années en fait, un temps d'échange au 106 pour que les professionnels du secteur puissent échanger, partager leur expérience, se projeter en fait, sur la mise en œuvre de cette réglementation. Donc ça, on considère que ça fait partie évidemment de nos missions que de promouvoir la réglementation et puis dans un second temps de veiller à sa mise en œuvre. Donc ça, c'est un travail qu'on avait réalisé il y a quelques années, qu'on souhaitera probablement reproduire dans les années à venir, que de réunir l'ensemble des partenaires. Et puis on a aussi le volet prévention en fait, des expositions au bruit. Donc là, on intervient sur deux champs, en conseil et en avis d'experts en fait, auprès principalement des collectivités territoriales dans le cadre des dossiers de permis de construire ou des documents d'urbanisme. En fait, on fait partie des structures qui peuvent être sollicitées en fait, quand il y a un PLUI qui est élaboré, quand il y a un permis de construire qui est élaboré, qui est délivré. On peut faire partie des structures sollicitées soit par le maire, soit par l'établissement public de coopération intercommunale. Et le bruit ou la question des nuisances sonores, ça fait partie des sujets qu'on porte et on souhaite évidemment faire en sorte que le projet d'aménagement ou la stratégie d'aménagement qui est retenue prévienne les risques d'exposition sonore, des niveaux sonores trop importants. Donc ça, c'est plutôt auprès des collectivités territoriales qu'on intervient. Et on intervient aussi, alors de manière indirecte, parce qu'on s'appuie sur deux structures associatives, auprès des jeunes publics, en fait, pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention des expositions sonores trop importantes. Donc on a un partenariat qui existe depuis vraiment de nombreuses années avec le CALIF en ex-Haute-Normandie et avec SNARC en ex-Basse-Normandie. Donc on finance en fait ces deux structures pour qu'elles interviennent devant les publics scolaires, donc c'est collèges-lycées principalement. Donc c'est une intervention en fait qui a lieu à la fois en salle de classe et puis dans une salle de musique
autour des risques sonores, des manières de s'en prévenir, et l'idée étant aussi d'avoir une approche de prévention des risques, mais aussi d'amener les jeunes en fait, dans des lieux de culture qui constituent un peu le clou de cette intervention, qui évidemment s'appuie sur les enseignants en fait, qui contribuent à la démarche. Donc c'est souvent des enseignants de SVT ou de physique-chimie en fait, qui participent à la démarche, mais Stéphane Monnier en parlait bien mieux que moi, parce qu'il intervient directement. Et puis alors pour finir, sur les questions d'aménagement du territoire, ce qu'on essaie de promouvoir aussi auprès des collectivités territoriales, c'est une approche un peu globale autour de la question des risques sanitaires environnementaux dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme, au travers de la promotion d'un urbanisme favorable à la santé. Voilà, c'est un peu un sujet qui est porté par le ministère de la Santé et par l'École des hautes études en santé publique depuis quelques années maintenant. Et donc on a un peu pour ambition de développer, de former les professionnels de l'aménagement du territoire à ces questions, quand on construit un écoquartier, qu'on regarde de manière un peu globale la question des risques liés à l'environnement. Effectivement, le bruit et les nuisances sonores, c'en est un, mais la qualité de l'air, c'en est un autre. La question du changement climatique, de l'exposition à des fortes chaleurs, tous ces sujets-là doivent être vus de manière un peu concomitante. Et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que les effets bénéfiques en matière de nuisances sonores, ça va pouvoir aussi générer des effets positifs en matière de qualité de l'air. Ça, c'est souvent, quand on regarde les choses de manière très opérationnelle, on se rend compte qu'on peut avoir des leviers communs et puis des solutions communes en fait, pour se prévenir de l'ensemble des risques environnementaux. Donc voilà un peu le champ de périmètre d'intervention de l'ARS. Merci beaucoup, Christian. Oui, c'est plusieurs points. On peut aussi citer, pour être positif, il faut citer tout de même le 100% prise en charge, quand même, qui est très important. Nous sommes le seul pays dans le monde à avoir imaginé une prise en charge 100% effectivement des lodes auditives. Donc la prothèse auditive est prise en charge à 100% aujourd'hui, et je crois qu'il n'y a pas 2 pays au monde qui fait ça. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on a cette chance-là. Moi, ce que je voulais, sur ce que vous venez de dire, il y a une chose quand même qui reste problématique tout de même, c'est les niveaux sonores tout de même. Nous sommes aujourd'hui, donc, nous avons des niveaux admissibles de 102 décibels. Il faut se rendre compte que 102 décibels, c'est un niveau dingue, quoi. C'est un niveau dingue. Surtout parce que le son a changé. 102 dB il y a 20 ans, ça ne posait pas beaucoup de problèmes, parce qu'on avait effectivement des niveaux forts, des niveaux faibles, et derrière un niveau fort, quand vous avez un niveau faible, l'oreille accepte. Mais quand vous voyagez entre 102 et 100 dB, tout le temps, forcément, vous êtes là, enclin, effectivement, à porter atteinte à votre système auditif. Pensez aux neurones de l'audition dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a un vrai problème. Donc, honnêtement, je pense vraiment que l'évolution du son, objectivement, est une évolution incroyable. Donc la reproduction sonore a beaucoup évolué depuis 20 ans et qu'on n'écoute pas de la même manière aujourd'hui. Les sons n'ont pas du tout la même structure. Ils ont une densité énergétique qui est dingue, qui nous met, nous, en difficulté lorsqu'on fait des mesures d'isolation en expertise judiciaire, tout simplement parce que l'isolement aujourd'hui dans la construction n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous donne 56 dB d'isolement entre appartements, tout le monde rigole. Parce que tout simplement, un son qui est écouté à 80-90 décibels, ce qui arrive souvent maintenant chez les avoisinants, finalement, lorsqu'il est surcompressé, comme c'est le cas aujourd'hui, mais il traverse le bâtiment d'une manière incroyable. C'est-à-dire que vous avez, c'est une torpille, quoi. Je veux dire, c'est une torpille. Et là, on se retrouve bête. Parce que la législation nous dit 56, et on s'aperçoit que le trouble anormal de voisinage, lui, persiste, quand bien même, effectivement, la régulation, la législation soit respectée. Qui plus est, aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve avec des isolements de façade à cause du thermique, parce que le thermique nous en rajoute encore une louche, qui nous dit aujourd'hui le thermique, donc triple vitrage,
Il y a des appartements qui sont construits aujourd'hui en 2024 qui donnent sur des parcs absolument merveilleux. On n'entend plus les oiseaux, mais pas du tout. On n'entend plus rien. On arrive à 19 décibels de bruit de fond. 19 décibels. Là, on est à 40 dB. 19 décibels. Bien plus bas qu'un niveau de studio d'enregistrement, là où je travaille à Radio France. C'est dingue, quoi. Donc, ça veut dire qu'on ne maîtrise rien de tout ça. Alors, ça veut dire effectivement qu'à partir du moment où une personne s'exprime musicalement, écoute, elle gêne son voisin. Et c'est comme ça qu'on est, mais alors, débordé par les référés. Il n'y a pas une semaine où je refuse pas un référé. Je ne fais que refuser. On est débordé. Il y a un vrai problème. Donc, du coup, la législation, effectivement, ne suit pas. Notamment celle liée à la construction, n'est pas, effectivement, est totalement dépassée. À cause du fait, et j'insiste là-dessus, à cause du fait que les musiques amplifiées ont évolué énormément en énergie. Et c'est le même problème, je te laisse la parole, c'est le même problème que ce qui se passe avec les terrasses de café, parce que, figurez-vous, et ça c'est une chose qu'il faut savoir, je viens de régler un problème justement au festival du Touquet, tout simplement parce que, effectivement, les sons sont tellement compressés, un son compressé va, figurez-vous, beaucoup plus loin qu'un son qui ne l'est pas. Il faut le savoir. Ça, on le connaît, on savait ça effectivement de les radios libres et les radios tout court. Je veux dire, pourquoi les radios comme énergie ont compressé les sons, c'est aussi pour, à un niveau de diffusion égal, eh bien, on va beaucoup plus loin en France. On traverse la France beaucoup plus facilement avec un son compressé qu'un son qui ne l'est pas. Donc du coup, c'est vrai aussi électroniquement, mais ça l'est acoustiquement, et du coup, un son extrêmement dense. Toutes les musiques aujourd'hui se ressemblent énormément de ce point de vue-là. Elles vont beaucoup plus loin, donc elles gênent plus, encore une fois. Donc vous voyez, on gêne à la fois dans l'habitation et on gêne également à l'extérieur de l'habitation. Et alors je dis que, précisément, les 102 décibels, là, sachez quand même que en Belgique, on est à 90 dB, hein, donc c'est 90. Alors, et loin, sachez que 10 décibels, c'est 2 fois plus fort ou 2 fois moins fort. C'est quand même beaucoup. Donc quand on passe de 100 à 90, c'est 2 fois moins fort. Donc ça veut dire quelque chose. Et pareil pour la Suisse, quand même des gens qui sont un peu avertis quand même sur ce que c'est qu'une oreille, quand même. Et eux, ils ne sont pas du tout à 102 dB. Donc on est sur des niveaux de pression qui sont dingues. Voilà, je tiens à le dire, c'est important. Et peut-être qu'effectivement, en fonction de l'évolution, de la connaissance qui sera la nôtre de ce sonore qui évolue, peut-être que nous allons aussi, avec notre législation, y voir un peu plus clair. Et c'est dans cet esprit qu'on a imaginé ce fameux décibélateur qui sera installé également. C'est une réponse, hein, finalement. Décibélateur, c'est Eric Orsena qui m'a donné ce nom-là. Bon, le nom n'existait pas, puis quand la décision, en tout cas la proposition me vient d'un académicien, je ne peux pas dire non. Donc on a décidé d'adopter le nom de décibélateur à cet indicateur de niveau qui vous donne la possibilité qui va être installé sur toutes les mairies et sur tous les magasins d'audioprothèse pour amener une prise de conscience de ce que c'est aussi qu'un décibel, car le problème aussi dont on parle aujourd'hui, vient du fait qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un dB et un décibel, alors qu'on sait ce que c'est qu'un degré Celsius. Donc on a décidé, avec David Lisnard et puis avec, j'imagine, le maximum de maires de France, de mettre en tout cas sur les mairies, en tout cas, un décibélateur qui sera mis en drapeau et qui permettra à tout un chacun, sans dire quoi que ce soit, hein, il ne s'agit pas de dire fais pas ci, fais pas ça, simplement d'amener à savoir ce que c'est qu'un niveau quand on entend une voiture passer. Donc ça sera aussi une réponse à nous. Alors vous verrez que si on est sur un son dit compressé, vous apercevrez que vous restez à 70, 80 tout le temps. Vous ne bougez plus de 80, vous ne décollez plus de 80, ou 85, ou 90. C'est ça ce qui va nous être donné par cet indicateur de niveau. Vous apercevrez effectivement qu'à ce moment-là, on reste constant. Là où le son naturel, bio, si je puis dire, fait que les niveaux sonores vont jouer.